Dans un très célèbre article de 1970, Eugène Fama, grand théoricien des marchés financiers devant l'Éternel, met en avant que les marchés seraient efficients. Il a déjà largement, avec d'autres, bossé sur le sujet depuis les années 1950, et son article, test empirique à l'appui, tend à montrer que, ben oui, c'est bon, les marchés financiers sont efficients. C'est la naissance de l'EMH, Efficient Market Hypothesis, ou hypothèse des marchés efficients, enseignée dans tous les amphis d'économie et de finance. Sérieux, les marchés sont efficients? Mais on n'avait pas déjà dit le contraire dans d'autres vidéos? Mais dès 1981, Robert Shiller montre, test empirique à l'appui lui aussi, que les marchés financiers sont en fait pas efficients du tout. Ah, donc Fama s'est fait débunker. Mais alors pourquoi c'est pas le debunk qui est enseigné dans les amphis? Eh bien parce qu'il n'y a pas de debunk en fait, ils ont tous les deux raison. D'ailleurs, Fama et Shiller ont tous les deux reçu le prix Nobel d'économie en 2013 pour leurs travaux sur les marchés efficients. Bon, en fait, vu qu'on s'était tapé la crise de 2008 et que cette histoire de marché efficient faisait quand même un petit peu grincer les dents, le comité du Nobel a plutôt parlé de travaux sur l'analyse empirique des prix en bourse. Mais voilà, personne n'est dupe, le gros boulot de Fama et Shiller sur les marchés financiers, ce sont les tests empiriques réalisés à partir de l'hypothèse d'efficience. Ah, donc c'est efficient tout en ne l'étant pas. Une prouesse. Eh ben, je te le fais pas dire. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça. Comment est-ce qu'on peut affirmer, donner à l'appui, que les marchés sont efficients et pas efficients, et choper la même année un Nobel d'économie? Tu vas voir que tout est une histoire de définition. Si je te dis marché financier efficient, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Eh ben, il me vient qu'avec toutes les crises financières qu'on s'est pris dans la tronche, efficient, c'est pas le premier mot que j'utiliserais pour décrire les marchés financiers, tu vois. Ok, alors je reformule. Ce serait quoi des marchés efficients selon toi? Eh ben, chez moi, efficient, ça veut dire efficace. Donc marché efficient égale marchés qui font bien leur taf. Eh ben, si leur taf, c'est de nous planter la gueule tous les 10 ans, ça aurait peut-être le coup de redéfinir les termes du contrat, tu crois pas? Alors, t'énerve pas, reste sur ta définition. Marché efficient égale marchés qui font bien leur boulot. Ok, mais c'est quoi le boulot des marchés financiers? Eh ben, c'est de redistribuer l'épargne accumulée par les ménages, les entreprises, voire même certains États. Leur but, c'est d'être un intermédiaire entre ceux qui ont des sous d'un côté mais qui savent pas quoi en faire, et ceux qui ont besoin de financement de l'autre. Ok, donc le rôle des marchés, c'est d'allouer l'épargne. Et donc, quels critères est-ce que tu regarderais pour vérifier que les marchés financiers sont efficaces dans ce travail d'intermédiaire? Eh ben, pas de crise financière déjà, si c'est pas trop demandé, hein, si on pouvait éviter les bulles qui nous pètent à la tronche, ou qui nous empêchent de nous loger sans y mettre la moitié de notre salaire. Et puis après, j'en sais rien, que ça coûte pas trop cher aussi. Quand il y a un intermédiaire qui se prend une commission de malade, bah on le dégage, non? J'ai un peu l'impression qu'on paie des financiers une fortune pour un taf somme toute pas si dingos que ça. D'autant plus qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser l'épargne pour financer les trucs, vu qu'on a la création monétaire. Bon, et puis on pourrait peut-être aussi regarder le PIB. Des marchés financiers efficaces devraient permettre de faire plus de croissance économique, tout en faisant la promotion d'une meilleure répartition des richesses, hein, pour que tout le monde puisse en profiter. Et puis pour finir, on pourrait peut-être aussi rajouter que les marchés devraient pouvoir nous aider à rester au sein des frontières écologiques et d'éviter d'aller s'écraser sur les limites physiques. Voilà, bah ça ce serait des marchés efficients pour moi. Ok, donc tout un programme, mais au moins, tu vois bien que pour parler d'efficience, il faut se donner un objectif. Si on veut affirmer que les marchés sont efficaces à allouer l'épargne, il faut commencer par se demander à quoi ressemble un monde dans lequel l'épargne est bien allouée. Dit autrement, pour éventuellement tester empiriquement une efficience des marchés financiers, il faut commencer par définir clairement les objectifs des marchés financiers. Et ensuite, on peut essayer de vérifier si effectivement les objectifs sont atteints. D'accord, donc on aurait deux économistes, Shiller et Fama, qui auraient donné deux objectifs différents aux marchés financiers et qui seraient donc tombés sur deux résultats opposés. L'objectif de Fama est rempli, donc les marchés sont efficients, et celui de Shiller n'est pas rempli, donc les marchés ne sont pas efficients. C'est pas loin de ça, oui. Et pour bien comprendre, on va faire un pas en arrière et se demander quel est le rôle d'un marché pour un économiste. D'ailleurs, pas n'importe quel économiste, on va dire un économiste néoclassique. Alors attends, le rôle d'un marché pour un économiste néoclassique, là, c'est pas le même que pour un financier. Non, enfin, disons que le financier travaille sur un vrai marché, alors que l'économiste néoclassique théorise les marchés. Tu vas comprendre. En économie néoclassique, c'est le courant de pensée dominant, on suppose qu'il existe des ressources disponibles en quantité limitée, des ressources rares donc, dont il faut faire usage de manière à maximiser ce qu'on appelle l'utilité de la population.
Alors le concept d'utilité nous vient d'une doctrine de philosophie politique qui s'appelle l'utilitarisme, dont le père fondateur est Jeremy Bentham. Et ici, utilité veut dire bien-être ou bonheur. Le but d'une société qui sait correctement allouer les ressources rares est donc, de ce point de vue, la maximisation de l'utilité de la société dans son ensemble, donc la maximisation du bonheur total. Ok, donc rareté des ressources naturelles et allocation optimale de ces ressources pour maximiser le bonheur pour tous. Le bonheur total, certains peuvent être un peu malheureux ici et là si ça permet que la somme des bonheurs individuels soit bien la plus élevée possible. Et pour ce qui est des ressources rares, il ne s'agit pas des ressources naturelles, qui ne font pas partie de l'équation. Les ressources rares sont la propriété de la population. Il s'agit du capital, toutes les usines, machines et outils qui nous aident à produire différents types de biens, et du travail, le temps que chacun choisit, supposément de manière totalement libre et non contrainte, de passer à produire ces biens. Les machines qui forment le capital sont disponibles en quantité limitée, donc elles sont rares, et sont la propriété des entreprises, qui elles-mêmes sont la propriété des actionnaires. Et puis le temps de travail dépend du nombre de travailleurs prêts à bosser, donc là aussi, il s'agit d'une ressource rare. Le capital avec un K comme Das Kapital? Eh ben ouais, il me semble. On a toujours le capital grand K en économie, et je pense que la référence, c'est bien Marx. Ok, mais alors sinon, le pétrole n'est pas pensé comme une ressource rare donc? Non, ni le pétrole, ni les métaux, ni rien de naturel. Ce qui est rare, ce sont les plateformes pétrolières, ou les engins miniers, ou encore les ingénieurs et les ouvriers capables de les manœuvrer. C'est la rareté du capital, donc des machines d'extraction, et du travail, les travailleurs, qui donne une valeur au pétrole, mais pas le fait que le pétrole soit présent en quantité finie sous terre. On a déjà parlé dans cette série de vidéos. Ah oui, ok, petite subtilité, j'avais un petit peu zappé ça. Donc, la rareté des machines de production et rareté des travailleurs, et il faut allouer correctement toutes ces machines et tous ces travailleurs à certaines tâches qui doivent permettre la maximisation du bonheur de la société. Alors un instant là, allouer correctement les machines et les travailleurs, mais y a un truc qui me chiffonne. Comment tu fais pour allouer un ingénieur pétrolier à autre chose qu'à une tâche d'ingénierie pétrolière? Pareil pour un engin de chantier en fait. Comment tu fais pour l'allouer à autre chose qu'à des chantiers? Je veux dire, une fois que les gens sont formés et que le capital est fabriqué, l'allocation peut plus bouger. Enfin ouais, peut-être pour les gens ça peut bouger, mais ça prend du temps. Oula, alors tu vas un petit peu loin dans le détail, on reste très théorique ici, on suppose que les travailleurs peuvent bosser dans tous les domaines et que les machines sont des genres de transformers qui peuvent se changer en n'importe quelle machine de même valeur sans aucun coût. Ah bah allez, pourquoi se faire chier? Donc, les ressources rares, travail et capital, doivent être affectées à des tâches productives afin de permettre le bonheur maximal de la population. On a deux types de tâches, celles qui aboutissent à la fabrication de biens ou services de consommation, nourriture, chaussettes, télévision, coupe de cheveux, et celles qui aboutissent à la fabrication des biens d'investissement, qui ne sont rien d'autre que de nouvelles machines qui vont venir s'ajouter au stock de capital. Évidemment, les deux catégories peuvent se recouper. On peut par exemple utiliser une voiture pour la consommation, partir en vacances, aller voir la famille, ou comme machine qui va être utilisée comme capital pour des tâches productives, la voiture de fonction. Cette production de biens de consommation et d'investissement s'appelle le PIB, c'est la richesse nationale. Et de nouveau, on fait face à un problème d'allocation, car il va falloir répartir cette richesse rare. Elle est rare parce qu'elle est disponible en quantité limitée au sein de la population. Ok, où est-ce que tu m'emmènes là? On parle toujours d'efficience des marchés? Oui, alors on y arrive tranquillement, tu vas voir. Bon, la question maintenant c'est comment est-ce qu'on sait ce qu'il faut fabriquer? Comment savoir s'il faut plus ou moins de voitures, de tracteurs, de coupes de cheveux, de télévision, etc. Eh bien, on passe par les préférences des agents. Les agents, c'est la population. On y trouve les travailleurs, les actionnaires, propriétaires du capital, et les consommateurs. Et évidemment, un agent peut être les trois à la fois. Les préférences? Ouais, on suppose que les agents préfèrent des trucs à d'autres. Et surtout, on ne cherche pas à expliquer ces préférences. On suppose qu'elles sont innées, données dès le début. En langage d'économiste, on dit exogène, extérieur au mécanisme qu'on essaie de décrire, par opposition à endogène. Ça veut dire que la pub, le marketing, les modes, les marques volontairement associées à des communautés dont on veut faire partie pour déclencher l'achat, la conformité à la norme, tout ça, ça n'existe pas. Ah ouais, putain, gros raccourci là. Et oui, mais décrire des comportements aussi complexes que ce qui se passe en vrai avec des maths, eh ben c'est carrément balèze. Alors on simplifie. Et puis aussi, le raisonnement néoclassique a horreur des équilibres multiples, qui laissent le choix entre plusieurs états du monde, que seule du coup une décision politique pourrait privilégier. Il a aussi horreur des boucles de rétroaction et des interdépendances. Donc une variable A qui agit sur une variable B qui elle-même rétroagit sur la variable A.
Ou alors, si tu as moins de la marchandise A, la production de la marchandise B sera forcément impactée. Alors ça, on évite à tout prix parce que ça déstabilise le système. Or justement, le but, c'est d'arriver à la stabilité, et même plus que ça, à l'unicité de cette solution de stabilité. Tu vas voir. Donc, les préférences endogènes des agents doivent servir à sélectionner les tâches productives à réaliser. Mais comment faire ressortir ces préférences? Comment les agents vont-ils exprimer leurs désirs? Eh ben, ils vont choisir tel métier plutôt que tel autre, ou d'acheter tel truc plutôt que tel autre. Oui, et aussi d'allouer du capital à telle tâche plutôt qu'à telle autre. On dit que les agents vont faire des choix maximisateurs de leur utilité, de leur bonheur. On touche ici au concept de rationalité des agents et de leurs choix. En économie, la rationalité est instrumentale. Je suis rationnel si mes choix me permettent, le plus efficacement possible, d'aboutir à mes objectifs de vie. Objectifs qui sont supposés mener à la maximisation de mon bonheur. Ok, donc, je suis rationnel si je sais ce que je veux. Ou plutôt non, si je sais ce qui va me rendre heureux, et que tous mes choix me permettent d'aboutir à cet objectif. Oui, et que les choix sont optimaux. Ce sont les meilleurs choix. Le bonheur est maximal. Tu n'aurais pas pu choisir différemment et être plus heureux. Ah, donc personne n'est malheureux. Tout le monde est heureux. Non, il y a des contraintes imposées par la difficulté de produire les différents biens qui vont participer à rendre les gens heureux. Notamment l'efficacité ou la productivité supposée mesurable de chaque personne et de chaque outil va poser problème. Du coup, à cause de ça, les agents n'atteignent pas le bonheur ultime, ils atteignent le bonheur maximal compte tenu des contraintes de production. Et il est tout à fait possible que ce bonheur maximal soit relativement faible pour certains. Bon, ok. Bon, alors maintenant, pour que chaque agent puisse être rationnel, il faut qu'il dispose d'informations. Pour savoir ce qui va me faire kiffer le plus possible, je dois connaître toutes les règles, toutes les lois, toutes les connaissances scientifiques, tous les mécanismes économiques et financiers, toutes les expériences, tous les boulots, tous les goûts. Bref, je dois disposer de toute la connaissance de l'humanité pour pouvoir mettre en marche mon projet, mon plan d'action, défini par une succession de choix qui va m'emmener vers la maximisation de mon bonheur. Il me faut aucun angle mort, je dois pouvoir envisager tous les futurs possibles avec les probabilités associées, les comparer entre eux, et ensuite choisir mon chemin de maximisation. Ah ouais, toute la connaissance de l'humanité. Eh ben oui, je dois tout savoir sur tout, sinon je vais pas pouvoir choisir correctement. Le concept d'information est clé. Les agents ne peuvent décider correctement que s'ils ont l'information et aussi s'ils savent l'interpréter. Et c'est d'ailleurs en travaillant sur cette notion d'interprétation de l'information que Daniel Kahneman, lui aussi Nobel d'économie en 2002, a montré que le concept d'homo economicus, donc d'agent rationnel qui maximise son utilité, ne fonctionne pas. Pour faire des choix maximisateurs de bonheur, notamment des choix financiers, il faut au minimum maîtriser les probabilités sur le bout des doigts. Or, Kahneman a montré à quel point nous sommes nuls à faire ce genre de calcul. Je t'ai mis des liens de vidéos à aller voir en description si le sujet t'intéresse. Oui, donc en fait, le raisonnement marche pas du tout, en fait. Oui, mais la démonstration n'a jamais réellement marché. Tu vois bien que c'est un genre de raisonnement philosophique qu'on essaie de cadrer le plus possible pour pouvoir y introduire des mathématiques. Après, en fonction de l'avancée de la recherche en mathématiques, on pourra affiner ici et là en utilisant de nouveaux outils. Mais le choix d'affiner ici ou là, de rajouter telle ou telle variable pour rendre le modèle plus réaliste, est très politique, parce que les résultats pourraient changer du tout au tout. Si on décidait d'intégrer des boucles de rétroaction par exemple, on devrait probablement abandonner l'idée d'équilibre, ce qui est un concept très fort en économie, on va le voir. Bon, et puis aussi, la portée pratique de ce genre de raisonnement, nécessairement très partielle par rapport à la complexité des comportements humains, est très débattue. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un modèle mathématique cohérent, certes, mais complètement déconnecté de la réalité? Bon, mais bref. Partons donc du principe que les agents ont des préférences exogènes, innées, qu'ils disposent de toute l'information disponible, donc toute la connaissance de l'humanité, qu'ils savent interpréter cette information, donc qu'ils n'ont aucun biais cognitif, et qu'ils font des choix maximisateurs de leur bonheur. Le problème à résoudre maintenant, que tout ça est en place, c'est quel est le mécanisme qui va permettre de trouver le meilleur compromis entre les préférences de tous les agents? Chaque agent peut vouloir des choses très différentes. Il va falloir faire la somme de toutes ces volontés, peut-être contradictoires, et essayer de trouver un genre de compromis. Puisque les ressources en capital et en travail sont rares, quelles tâches productives doit-on sélectionner? Et combien de travail et de capital doit-on leur allouer? Également, une fois que la production aura été effectuée, comment doit-on répartir les richesses au sein de la population? Qu'il s'agisse d'ailleurs de richesses neuves ou d'occasion, qui aura le droit à quoi et en quelle quantité? Et c'est là qu'on arrive enfin sur le marché, non? C'est le marché, la rencontre de l'offre et de la demande, qui va permettre de répondre à toutes ces questions. Oui, plus exactement, les marchés.
Il y aura un marché du travail, un marché du capital et un marché des biens produits qui va permettre l'allocation de toutes ces ressources et richesses rares. La rareté est ici extrêmement importante. Le marché permet le compromis et le compromis est nécessaire parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Et on ne peut pas satisfaire tout le monde à cause de la rareté. Le travail est rare, le capital est rare et les biens produits, neufs ou d'occasion, sont rares. Ok, donc le marché c'est l'outil qui permet de gérer la rareté. Dès qu'il y a un truc rare, on peut utiliser un marché pour trouver un compromis. Si les hypothèses de rationalité des agents, d'information et d'interprétation sont validées, oui. Et aussi, si on exclut tout ce qui est naturel. Autant certains économistes essaient d'intégrer les problèmes de pollution et de rareté des ressources naturelles au fonctionnement des marchés, autant le raisonnement théorique que je te décris là ne fonctionne que s'il y a des humains de chaque côté de l'échange, un acheteur en face d'un vendeur. Donc, ça n'a pas été pensé pour y inclure la nature. D'accord, donc on n'a pas de démonstration théorique pour dire qu'un marché serait un bon moyen de gérer des ressources naturelles. C'est ça. Bon, on a presque fini la démonstration. Le marché permet d'allouer le travail, le capital et les richesses, nouvellement produites ou d'occasion, qui sont rares. Comment y arrive-t-il? Par la rencontre de l'offre et de la demande. Pourquoi le marché est-il si efficace? Parce qu'il existe un unique compromis qui peut satisfaire à la fois les offreurs, vendeurs, et les demandeurs, acheteurs. C'est le fameux équilibre que le marché permet de trouver. Pourquoi cet équilibre est-il unique? Parce qu'on peut résumer les différents choix maximisateurs d'utilité des offreurs et des demandeurs par des successions de points qui forment deux droites qui se coupent en un seul endroit. Pourquoi des droites et pas d'autres formes de courbes qui pourraient donner lieu à des équilibres multiples? Eh bien parce qu'on fait au moins deux nouvelles hypothèses. Premièrement, les rendements sont décroissants. Le consommateur tire de moins en moins d'utilité, de bonheur, de chaque nouvelle marchandise qu'il achète. Le premier smartphone fait super kiffer, le deuxième smartphone fait juste kiffer, le troisième smartphone fait plaisir et le quatrième, c'est toujours sympa d'en avoir un plus, mais bon. Ok, je vois, bon, c'est assez logique en fait. L'objet suivant fait toujours un peu moins plaisir que le précédent. C'est pas logique pour tout si tu y réfléchis bien, le deuxième choc à pic fait-il réellement moins plaisir que le premier? Mais effectivement, ça tient à peu près la route. On obtient alors une courbe de la demande qui pointe vers le bas. Les agents en veulent toujours plus, mais comme le bonheur qu'ils retirent de plus en plus de choses est de moins en moins grand, le prix qu'ils sont prêts à payer diminue. Les rendements d'utilité sont décroissants. Bon, mais les rendements décroissants s'appliquent aussi aux tâches productives. Le premier camion est très productif, le deuxième camion l'est un peu moins, le troisième encore un peu moins, etc. Remplace les camions par des travailleurs et le résultat est le même. Chaque nouvel employé est moins productif que le précédent. Alors attends là, pourquoi est-ce que le deuxième camion serait moins productif que le premier? Eh ben parce que c'est pratique d'imaginer ça. S'il faut plus de travail et de capital pour produire plus de choses, et que ces facteurs de production sont de moins en moins efficaces, alors le prix à payer pour produire plus de marchandises doit grimper. Fabriquer un smartphone, une seule machine à acheter, fabriquer deux smartphones, 3 machines à acheter, fabriquer 3 smartphones, 5 machines à acheter, etc. Comme le nombre de machines à acheter ou de personnes à employer augmente plus vite que ce qui est produit, eh bien, il faut augmenter les prix. Donc, la courbe de l'offre pointe vers le haut. On a deux courbes qui se croisent en un seul point. Il n'existe donc qu'un seul compromis, défini par un prix et une quantité, qui puisse satisfaire offreurs et demandeurs en même temps. D'accord, mais alors du coup, ça veut dire que plus la boîte est grosse, plus elle possède des machines et plus elle emploie du monde, plus elle doit vendre ses marchandises chères pour compenser la productivité moisie des machines et des employés. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est pas exactement l'inverse qu'on constate? Plus la boîte est grosse, plus elle fait des économies d'échelle, plus elle défonce ses concurrents avec des prix bas. Bah ouais, effectivement, mais là dans la théorie, on suppose que c'est pas comme ça que ça marche. Alors, j'ai quand même un peu simplifié pour aller vite, mais clairement, la critique de l'existence d'une courbe de l'offre qui pointe vers le haut est sûrement l'une des plus importantes de toute cette démonstration, et on y consacrera sûrement une vidéo, un de ces quatre. Ah bah ouais, bah tu m'étonnes. Bon alors ça c'était les rendements décroissants. Maintenant, il faut encore rajouter une hypothèse supplémentaire. Il faut que consommateurs et entreprises soient chacun trop petits et insignifiants pour modifier les prix. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de la concurrence parfaite. Ce que ça veut dire, c'est que tu peux pas décider d'acheter plein de smartphones et de ce fait, modifier la demande globale de smartphones de manière suffisamment significative pour que le prix bouge. En gros, à toi tout seul, tu peux pas déplacer la courbe de la demande de smartphones. Tu peux pas faire en sorte que les entreprises productrices se disent « Eh ben dis donc, les ventes sont en hausse, il va falloir produire plus, on va devoir grimper les prix. » Ah oui, ok, parce que la courbe de la demande emmagasine les demandes de tout le monde dans le monde. Du coup, je suis beaucoup trop petit pour faire bouger cette courbe à moi tout seul.
Voilà. Et l'argument marche aussi pour les entreprises. Apple n'est pas assez puissante pour faire bouger la courbe de l'offre de smartphones à elle toute seule. Elle ne peut pas augmenter la production à tel point que les consommateurs se disent « Eh ben dis donc, il y a vraiment plein de smartphones en vente, il va falloir songer à baisser les prix si vous voulez qu'on les achète tous. » Oui, alors là, ça me semble tout de suite moins vraisemblable, hein. Si Apple décide de produire plus ou moins, on va clairement voir la différence. Voilà, donc effectivement, ça marche si on parle d'une marchandise fabriquée par des milliers de petites entreprises en concurrence les unes avec les autres, genre, je sais pas moi, des boulangers. Mais forcément, dès qu'on applique le raisonnement aux grandes entreprises, ça marche plus. Bon, on n'en est pas à une simplification près, hein. Admettons donc que l'hypothèse de concurrente parfaite soit validée. Aucun offreur ou demandeur ne peut, à lui tout seul, par ses décisions d'achat ou de production, faire bouger de manière significative la courbe agrégée de l'offre ou de la demande. Bon, ça y est, on a toutes les hypothèses là. Je commence à fatiguer un peu. Oui, ça y est. Maintenant qu'on a deux courbes qui se croisent, on peut aboutir à la conclusion suivante. Les marchés qui permettent la rencontre de l'offre et de la demande devraient aboutir à des compromis entre bonheur de consommation et difficulté de production. En plus, sur chacun des marchés, ces équilibres sont uniques. Ce qui fait que aucune force extérieure au marché, au hasard un gouvernement, n'a besoin de venir sélectionner quoi que ce soit. Mieux, on peut montrer que, moyennant encore une autre hypothèse assez technique et complètement irréaliste de possibilité de prendre une assurance contre tous les événements incertains possibles, bon j'évoque ça juste comme ça, parce que sinon on va pas s'en sortir, on arrive à montrer que tous les marchés du travail, du capital et des différents biens produits neufs ou d'occasion, peuvent être en équilibre en même temps. On parle d'équilibre général. Non seulement on utilise toutes les ressources disponibles, tout le capital et tous les travailleurs, donc pas de chômage, on parle d'optimum de Pareto, quand toutes les ressources sont utilisées, et en plus on fabrique le plus de trucs possible. Le tout en faisant en sorte que chaque agent, selon des contraintes et des préférences supposées exogènes, extérieures au mécanisme décrit, maximise son bonheur. Putain, mais c'est quand même hyper théorique ce machin. Oui, complètement. C'est un résultat mathématique appliqué à une philosophie économique. C'est ce qu'on appelle faire de l'économie pure, et c'est d'ailleurs un Français, Léon Walras, qui en est le précurseur. Mais il s'agit simplement d'une façon parmi d'autres de penser l'économie, les agents qui la composent, les contraintes auxquelles ils font face, les manières de collaborer, etc. Bon, mais alors donc, revenons-en à l'efficience des marchés. Pour un économiste néoclassique, un marché efficient, c'est un marché qui atteint son équilibre, c'est-à-dire un marché nettoyé, ou cleared en anglais. Le prix a atteint un niveau qui permet à tous les échanges d'avoir lieu sans que plus personne ne veuille vendre ou acheter quoi que ce soit. Et si tous les marchés atteignent l'équilibre tous ensemble, alors on a alloué les bonnes quantités de travail et de capital en vue de la production des bonnes quantités des bons biens au bon prix, permettant à la fois l'écoulement total de la production et à tous les échanges d'occasion d'avoir lieu, le tout sans aucun manque ni surplus. Et là, on vit dans le meilleur des mondes possibles parce qu'on maximise l'utilité totale de la société. Eh bah putain, tu parles d'un truc imaginaire. L'utilité totale de la société. Comment tu peux prouver qu'on a atteint l'utilité maximale possible? Quel genre de test empirique pourrait permettre de démontrer ça? Ah bah, aucun. On a une réflexion philosophique qui, en utilisant les mathématiques et en lui appliquant les bonnes hypothèses, permet d'aboutir à un objet conceptuel qui est l'équilibre général qui maximise l'utilité de la société. Mais, encore une fois, on est dans le domaine de la philosophie politique. Vu que le monde réel n'a pas grand-chose à voir avec la démonstration théorique, que toutes nos hypothèses de raisonnement sont fausses ou qu'on aurait pu en inventer des différentes, et que l'aboutissement de la démonstration repose sur un concept d'utilité, de bonheur, que là aussi on aurait pu définir de 1000 façons différentes, et qu'en plus on a admis dès le départ qu'il n'était pas mesurable, on peut pas aller beaucoup plus loin que de dire ok, cool, et maintenant on fait quoi? Même en demandant aux gens s'ils sont heureux, on pourra jamais être sûr que ces niveaux de bonheur peuvent bien s'additionner. On pourra jamais savoir non plus si les gens auraient pu être plus heureux si on avait eu des allocations de capital et de travail et de richesses différentes. En bref, l'efficience des marchés du point de vue des économistes néoclassiques, c'est pas un concept qui appartient au domaine du testable. C'est juste un objet théorique que certains trouvent utile comme base de raisonnement pour aborder la complexité de notre société. Eh ben, c'était presque spirituel comme voyage. Mais alors l'efficience des marchés financiers du coup, là, c'est quoi? Avant d'y venir, faisons un premier point. Un marché financier peut-il être efficient au sens des économistes néoclassiques, c'est-à-dire au sens où il permettrait d'atteindre un équilibre, un compromis entre l'offre et la demande?
Et bien là, il y a un premier problème, c'est la rareté de la ressource. Même si les économistes ont longtemps supposé que la monnaie pouvait être considérée comme rare, parce qu'ils utilisaient des mauvaises théories de la création monétaire, force est de constater qu'elle ne l'est pas. Les banques de dépôt et centrales peuvent en créer des tombereaux en une simple pression de bouton. Or, le marché est là pour allouer une ressource rare. Même s'il y a effectivement des limites physiques à ce que la monnaie peut acheter, la possibilité d'un équilibre permis par un marché financier ne se pose pas dans les mêmes termes que quand il s'agit de capital physique, de travail ou de marchandises. Donc, sans y passer des lustres, on est déjà sur un sujet délicat. Déjà que les hypothèses nécessaires pour atteindre l'équilibre sont complètement irréalistes, en plus, là on a affaire à un concept qui se prête pas bien à la démonstration. Donc attention, la monnaie c'est compliqué. Non mais ok, mais de toute manière, comme tu as déjà dit, l'équilibre est un concept en dehors de toute réalité, donc... Alors c'est vrai, mais j'essaie d'être précis. Maintenant, il faut savoir qu'avant les années 50, les économistes ne s'intéressaient pas au marché financier pour une raison beaucoup plus pragmatique que cette histoire de rareté de la monnaie. En effet, sur les marchés financiers, la loi de l'offre et de la demande fait n'importe quoi. Alors, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Un marché est supposé permettre une allocation optimale d'une ressource rare par le biais de prix. Mais d'où viennent les prix sur les marchés financiers? Des transactions sur le marché secondaire, sur le marché de l'occasion. Les financiers s'achètent et se vendent entre eux des produits financiers qui, pour la plupart, existent depuis des années. Et lorsqu'une entreprise émet de nouvelles actions ou obligations sur le marché du neuf, donc le marché primaire, en fait, on se sert de la valeur définie sur le marché secondaire des titres des entreprises concurrentes pour connaître la norme en vigueur dans le secteur. Donc en fait, c'est bien le marché secondaire qui drive les prix qui sont obtenus sur le marché primaire. Donc c'est la loi de l'offre et de la demande appliquée au marché secondaire qui fabrique réellement les prix. Ok, donc, j'essaie de traduire, hein. On a bien des entreprises qui fabriquent des produits financiers pour les vendre à des financiers, donc un marché du neuf, mais en vrai, la valeur de ces produits financiers vient surtout des prix négociés entre les financiers eux-mêmes sur le marché de l'occasion. C'est exactement ça. Mais du coup, adieu l'idée même d'un équilibre potentiel. Attends, mais on le sait déjà, hein, ça, puisque de toute manière, les hypothèses sont irréalistes. Ouais, mais c'est encore pire que ça. Sur un marché de marchandises classique, le consommateur voudrait utiliser l'objet vendu, mais le prix lui fait obstacle. Donc, plus le prix baisse, plus les consommateurs sont nombreux à vouloir/pouvoir franchir l'obstacle du prix. Le producteur, quant à lui, voudrait produire un maximum d'objets, mais les coûts de production, à cause de la productivité supposée décroissante du travail et du capital, lui font obstacle. Pour lui, le prix est une aide qui lui permet d'augmenter sa production au fur et à mesure qu'il grimpe. On aboutit à l'intersection des deux courbes, le fameux équilibre du marché. Dude, tu vas pas me rappeler ça 1000 fois, viens-en au fait. Eh ben, sur les marchés financiers, les acheteurs et les vendeurs sont les mêmes investisseurs. Il n'y a pas de séparation nette entre utilisateurs et producteurs. L'acheteur sera vendeur un peu plus tard et le vendeur pareil. Il finira par redevenir acheteur. Un prix qui monte rebute un acheteur de marchandises, parce que le prix est un obstacle qui l'éloigne de l'utilisation de l'objet qu'il convoite. Mais comme sur le marché secondaire, les produits financiers n'ont pas pour but d'être utilisés par les financiers, un prix qui monte n'est pas du tout un obstacle, ça peut être une opportunité. J'achète quand ça monte parce que je m'imagine déjà en vendeur. Je surfe sur la tendance pour gagner de l'argent. Donc, sur le marché secondaire, il est évident qu'une hausse des prix peut provoquer une hausse du nombre d'acheteurs, ce qui va totalement à l'encontre de la théorie. Mais un prix qui monte peut aussi envoyer l'information inverse, non? Ça monte trop, la bulle risque de péter, mieux vaut attendre que ça baisse avant d'investir. Oui, bien sûr, mais l'ambivalence rend la théorie inutilisable. Un prix qui monte peut provoquer n'importe quoi, plus d'acheteurs ou moins d'acheteurs. Donc on ne peut pas tracer de courbe de la demande. Et c'est pareil pour les vendeurs. Un prix qui monte peut inciter les vendeurs à vendre, attention, la bulle va bientôt péter, mieux vaut vendre maintenant, ou au contraire, à moins vendre. Ah, finalement, ça continue de monter, donc je vais peut-être attendre avant de vendre. Encore une fois, on ne peut pas tracer de courbe. Du coup, pas de courbe, donc pas d'équilibre. La théorie ne fonctionne pas. Les intérêts des acheteurs et des vendeurs ne sont pas clairement contradictoires. Parce que pour un même produit financier, tous les financiers sont amenés à être à un moment ou à un autre acheteurs et vendeurs. Et les économistes savent ça depuis un moment. Keynes en parlait déjà dans son ouvrage de 1936 avec le fameux concours de beauté. Le concours de beauté? Allez, tu vas voir, ça c'est sympa. Imagine qu'on demande à 1000 personnes de voter pour élire le vulgarisateur le plus beau gosse du YouTube game français. Sauf qu'ensuite, on explique aux participants que ceux qui auront voté pour le gagnant recevront un prix de 500 €. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Donc, je vote pour le plus beau gosse, mais je gagne uniquement si mon vote correspond à celui de la majorité. Donc ouais, oui.
Donc en fait, je donne pas mon avis, je cherche à deviner l'avis de la majorité et à voter comme elle. Et tout le monde va faire pareil. Donc qu'est-ce qui ressort de ce vote? Bah pas grand-chose, puisque personne n'a réellement donné son avis. Le gagnant sera peut-être très éloigné de ce qui se serait passé si on n'avait pas offert cette prime de 500 € et si on avait laissé les gens juste donner leurs avis. Et sur le marché, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne gagne pas si on donne son honnête opinion, comme sur un marché de marchandises où on achète l'objet qui nous rend heureux. On gagne si on sélectionne le titre financier qui finit par être sélectionné par le plus grand nombre. Donc les prix peuvent partir dans n'importe quel sens. Et c'est le méga bordel. Exactement. Ok, bon, donc du coup, avant 1950, les économistes aiment pas les marchés financiers à cause de cette histoire de concours de beauté. Mais du coup, j'ai pas l'impression que ce soit toujours vrai, en fait. Du coup, il se passe quoi dans les années 50? En 1955, un mathématicien américain, Leonard Savage, redécouvre les travaux d'un confrère français de la fin du 19e siècle, Louis Bachelier. Bachelier a intitulé sa thèse de maths de 1900 « Théorie de la spéculation ». Il y défend l'hypothèse que les prix sur les marchés financiers sont imprévisibles. Les courbes formées par les prix qui évoluent au fil des échanges sur les marchés financiers dessinent des trajectoires purement aléatoires. Purement aléatoires, donc imprévisibles. Ce qui semble assez cohérent avec ce qu'on vient d'expliquer, non? On peut pas prédire la réaction des financiers, ça peut partir dans tous les sens, le modèle de l'équilibre ne s'applique pas, que je gagne ou que je perde en bourse, c'est juste une histoire de chance. Exactement. Mais Bachelier utilise les mathématiques pour essayer de décrire cet aléatoire, ce qui, dans les années 50, semble très prometteur. Surtout à un moment de l'histoire où les ordinateurs apparaissent, ce qui permet d'imaginer des tests statistiques. Les prix suivent-ils réellement des trajectoires purement aléatoires? Ce qui, reformulé, donne un truc du genre « L'observation des trajectoires de prix passées peut-il dévoiler des régularités, des espèces de lois du marché qui permettraient de prédire l'avenir des cours de bourse à plus ou moins long terme? Si oui, alors les trajectoires ne sont pas purement aléatoires, ou 100% aléatoires si tu préfères. Ah, parce qu'on peut avoir du pas 100% aléatoire. Eh ben oui, prends les températures par exemple. On sait bien qu'à un endroit donné, il peut parfois faire froid en été et chaud en hiver. La température peut se voir comme un phénomène aléatoire, car imprévisible avec précision, et qui peut venir varier fortement d'un jour sur l'autre. Cela dit, si on regarde les tendances, les moyennes, on voit bien qu'il fait plus chaud en été qu'en hiver. Donc c'est pas non plus 100% aléatoire, il y a une loi sous-jacente qu'on peut exploiter pour prédire le futur. Si les températures étaient 100% aléatoires, purement aléatoires, alors on verrait aucune régularité apparaître, aucune tendance. Et là, on pourrait rien prédire. Ah, ok. Et donc pour les marchés, on cherche à savoir si c'est 100% aléatoire. Voilà. Si tu peux prouver que c'est faux et que les trajectoires de prix sont même partiellement prévisibles, il y a sûrement beaucoup d'argent à se faire. Bref, du coup les économistes, financiers et mathématiciens vont s'emparer de ce travail de Bachelier pour tenter de tirer cette histoire au clair. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut tirer au clair, si Bachelier a déjà tout théorisé? Il suffit juste de tester, non? C'est un peu plus compliqué que ça en fait. Mathématiquement, on peut décrire des dynamiques purement aléatoires de plein de façons différentes. Donc pour essayer de décrire pile poil celle des marchés financiers, à supposer qu'elle existe et qu'elle soit clairement définie, on peut essayer différents outils mathématiques. Le plus souvent, on parle de random walk, de martingale, de distribution normale, de loi de puissance. Bon, peu importe, c'est un peu compliqué et ça apporte pas grand-chose. Ici, l'idée, c'est qu'en réussissant à quantifier cet aléatoire pur, on peut déduire plein de choses passionnantes sur l'évaluation des risques sur les marchés. Et alors, résultat des tests, c'est bon, c'est 100% aléatoire? Plutôt oui. Déjà dans les années 70, on avait fait plein de tests empiriques qui montraient que les trajectoires de prix sur les marchés financiers correspondaient quand même assez bien à des dynamiques purement aléatoires. Alors évidemment, on trouve toujours des contre-exemples. On a remarqué quelques régularités saisonnières, par exemple, pour certains produits financiers. Il y a un effet janvier, où les performances semblent plus importantes, un effet début de mois aussi, un effet week-end, un effet jour férié. Bon, mais ce sont de petites anomalies, de petites régularités qui ne sont pas exploitables par de gros fonds d'investissement. Pourquoi ce serait pas exploitable? Sur les marchés financiers, il faut jamais oublier qu'il y a toujours une notion de liquidité, de profondeur de la piscine. Les gros investisseurs ne peuvent pas nager là où il n'y a que 20 cm d'eau. Si tu repères une régularité sur une action d'une toute petite boîte, genre c'est moins cher en décembre et puis ça grimpe en janvier, encore faut-il être capable d'acheter suffisamment d'actions en décembre sans faire grimper le prix pour pouvoir profiter de la hausse en janvier. Si ce genre de technique ne fonctionne que pour 10 actions achetées 5 € qui sera possible de revendre 5,50 €, c'est pas la peine, c'est peanuts.
Il faudrait pouvoir acheter au moins 100 000 actions pour que ça vaille la peine. Ah, ok, je vois. Bon, alors, petites anomalies ici et là, ok, mais c'est acté dès les années 70 et ça n'a jamais été réellement remis en question depuis. Les trajectoires purement aléatoires, particulièrement celles qui sont décrites par ce qu'on appelle des martingales, collent bien avec les trajectoires de prix qu'on observe sur les marchés financiers. Le résultat le plus important qui découle de cette observation, c'est l'idée de l'impossibilité d'arbitrage. Il est impossible de gagner de l'argent sans prendre de risques. Il est impossible d'être certain qu'on va gagner en bourse. Un gain est toujours associé à un risque de perte. Ça aurait pu mal tourner. Ce risque découle du fait que les prix suivent des trajectoires purement aléatoires, donc absolument imprévisibles. C'est imprévisible, donc je n'ai pas été particulièrement malin en sélectionnant telle ou telle action. J'ai juste eu de la chance, j'aurais pu perdre. Si c'est 100% aléatoire, c'est 100% imprévisible, donc risqué. Sous-entendu, s'il existe des possibilités de gagner sans risque, c'est que c'est prévisible, donc pas aléatoire. Exactement. Et là, on en a déjà parlé dans cet épisode, pour trouver une régularité sur les marchés financiers, il faut trouver un pigeon. Si c'est sûr que ça va valoir 12, alors que c'est vendu à 10, c'est que le mec qui vend à 10 est complètement con. Il n'a pas les yeux en face des trous, il se fait avoir. Sur des marchés financiers ultra professionnels, avec des mecs ultra équipés en algorithmes divers et variés, avec des armées de mathématiciens qui bossent sur le sujet, tu peux être sûr que des mecs débiles qui se laissent avoir, tu vas en trouver de moins en moins. C'est pour ça que la finance devient de plus en plus complexe, parce que les opportunités d'arbitrage se raréfient. Elles étaient déjà rares dans les années 70, sinon les tests empiriques de trajectoire purement aléatoire des prix n'auraient rien donné, mais tu peux être sûr qu'elles sont encore plus rares aujourd'hui. La professionnalisation des marchés financiers renforce la dynamique purement aléatoire des trajectoires de prix. Alors, je comprends, et en même temps, je comprends pas. Si je prends un indice boursier comme le S&P 500, si j'ai bien compris, ce truc-là représente la moyenne des performances boursières des 500 plus grosses boîtes américaines. Oui, performance pondérée par la taille de la boîte, et ce sont pas les 500 plus grosses entreprises, mais 500 parmi les plus grosses. Ok, bon, close enough. Si j'avais mis 100 balles dans cet indice en 1980, j'aurais aujourd'hui 3200 balles. Ouais, mais alors il faut virer l'inflation. 100 balles en 1980 te donnait beaucoup plus de pouvoir d'achat que 100 balles aujourd'hui. Donc en vrai, la performance du S&P 500, c'est pas du x32 en 40 ans, mais plutôt du x10. Ça fait du 6% de rendement par an en moyenne. Ok, bon, effectivement, j'avais pas pensé à ça, mais même 6%, c'est pas zéro. Comment ça peut être aléatoire s'il est possible de faire 6% par an en moyenne sur 40 ans? Je veux dire, les indices boursiers ont quand même plutôt tendance à grimper, non? Ouais, mais il existe plusieurs dynamiques pour décrire des trajectoires purement aléatoires. Ici, on est face à un aléatoire asymétrique, composé de plus de petits sauts vers le haut que vers le bas, et de plus de gros sauts vers le bas que vers le haut. Mais aucun des sauts n'est prévisible. Tous sont aléatoires. Pour le S&P, le maximum atteint en 2000 ne sera atteint à nouveau qu'en 2007. Donc celui qui avait investi en 2000 n'aura récupéré sa mise qu'en 2007. Mais il n'aura pas fait de bénéfice non plus, parce que les cours sautent à nouveau vers le bas, avec la crise des subprimes. Ah, ok. Il n'aura même pas fait de bénéfice du tout si on tient compte de l'inflation, non? Ouais, t'as raison, même pas. Celui qui a investi ses billes en 2000 aura dû attendre 2013 pour commencer à gagner de l'argent. Et qui sait ce que l'avenir nous réserve? Quand interviendra le prochain grand saut vers le bas? Les marchés s'en relèveront-ils, et si oui, en combien de temps? Ah, ok, d'accord. Mais alors ça veut dire que les prix sont aléatoires alors? C'est quand même fou. Moi je pensais quand même que les financiers, c'était des mecs intelligents. En fait, ils font ça au pif. Ah non, ils sont intelligents. Ils font rien au pif. Enfin, bon, ça dépend quoi, il y a du bullshit dans certaines analyses, mais il y a aussi beaucoup de choses très sérieuses. Les trajectoires purement aléatoires de prix ne veulent pas dire que les prix sont aléatoires, ou que les financiers font tout au pif. Elles veulent dire que les financiers n'arrivent pas à trouver des méthodes certaines pour gagner de l'argent. Il y a toujours un risque de se planter. Ouais. Regarde, on ne dit pas que c'est le hasard qui fixe le niveau des prix, mais en revanche, le mouvement de ces prix semble fortement hasardeux. Évidemment, quand l'information tombe que l'entreprise ABC a fait des bénéfices records, le prix en bourse a beaucoup plus de chances de grimper que de baisser. En revanche, juste avant l'annonce de la boîte, prendre une position acheteuse sur le cours est une stratégie dont le rendement est à espérance nulle. Tu nous définis espérance nulle, là? Ok, mettons qu'on se trouve 5 minutes avant l'annonce des résultats de l'entreprise. L'action ABC vaut 15 €. Les analystes financiers semblent d'accord pour dire que l'entreprise a 80% de chances d'annoncer des résultats positifs. Du coup, le prix de l'action reflète déjà cette forte probabilité. Si les résultats sont réellement positifs, l'action ne grimpera que de 1 €. En revanche, si les résultats sont négatifs, l'action va beaucoup baisser et perdre 4 €.
Bon, c'est jamais aussi clair en vrai, hein, là je simplifie à mort, hein, mais c'est juste pour que tu comprennes. Finalement, en achetant à 15 €, tu as 80% de chance de gagner 1 € et 20% de chance d'en perdre 4. Donc ton espérance de gain est nulle. Ça ne veut pas dire que tu peux pas gagner, ça veut dire qu'en moyenne, si des situations similaires se répètent plein de fois, ta performance cumulée va tendre vers 0. Mais si ça tend vers 0, comment c'est possible d'avoir un S&P 500 qui fait en moyenne plus 6% par an sur une période de 40 ans? Mais parce que là, mon exemple, c'est pas j'achète une action et je la garde pendant 40 ans. Mon exemple, c'est j'essaie d'acheter et de vendre rapidement pour gagner des sous de manière certaine, sans prendre de risque ou en minimisant au maximum le risque. Dans ce cas, si je multiplie les opérations rapides, j'achète, je vends, pile avant les résultats des boîtes et pile pour les boîtes dont on sait qu'elles ont plus de chances de poster de bons résultats, et ben du coup ma performance va tendre vers 0 parce que je minimise mon risque, je cherche l'arbitrage. Mais il n'y en a pas parce que les financiers sont pas cons. Ils essaient tous de faire ça, ce qui fait disparaître les opportunités. Par contre, si j'achète une action et que je la garde pendant des années, alors là, je prends un vrai risque, parce que je m'expose à plein de futurs résultats et autres événements complètement inconnus. Puisque je prends un vrai risque, je peux gagner. Mais je peux aussi perdre. Ok, donc, c'est la trajectoire qui est 100% aléatoire, mais pas le prix. Le prix se raccroche bien à une information réelle, la boîte a fait de bons ou de mauvais résultats, mais c'est l'information qui est inconnue. L'information de résultat qui va faire bouger le prix est plus ou moins probable, mais jamais certaine, et surtout, la probabilité est déjà dans le prix. Donc je peux pas faire des profits rapides en mode j'achète juste avant une info importante, je vends juste après. Par contre, si je garde des actions longtemps, là je prends un vrai risque, parce que je sais pas du tout où ça va, donc j'ai le droit de gagner des sous. Mais c'est pas sûr que je vais en gagner, parce que la trajectoire est purement aléatoire. Ah ben voilà, je vois que tu commences à maîtriser le truc. Bon, alors attention quand même à pas croire non plus que les prix ne bougent que parce qu'il y aurait des informations de résultats ou je sais pas quoi. Les prix bougent tout le temps, dans tous les sens, et on peut jamais vraiment savoir pourquoi. Et quand on fait des tests, eh ben, on montre que les prix se comportent comme si l'arbitrage était impossible. Bon, c'est le moment de revenir à notre histoire de prix Nobel. En 1970, les tests empiriques montrent que oui, cette histoire de trajectoire purement aléatoire des prix correspond bien aux données. Mais on ne parle pas encore de marché efficient. C'est Eugene Fama qui popularise la notion dans son article Efficient Capital Market, a Review of Theory and Empirical Work. Et c'est là que Fama va un peu embrouiller tout le monde. Il démarre son article en disant, je cite, « D'une manière générale, le marché idéal est un marché dans lequel les prix fournissent un signal précis pour l'allocation de l'épargne. Cela signifie un marché dans lequel les entreprises peuvent prendre des décisions d'investissement et de production, et où les investisseurs peuvent choisir les actions, titres de propriété des dites entreprises, en partant du principe que leur prix, à tout instant, reflète pleinement toute l'information disponible. Un marché dans lequel les prix reflètent pleinement l'information disponible est appelé efficient. » Et après ça, Fama liste dans son article les différents tests de trajectoire purement aléatoire des prix qui ont été effectués. Donc soyons clairs, avant Fama, la littérature scientifique dit les prix suivent plutôt des trajectoires qui semblent être purement aléatoires. Mais après Fama, on commence à dire les marchés financiers sont efficients. Et là, ce terme d'efficience fout quand même un peu le bordel. Parce qu'il sous-entend que les marchés fonctionnent bien, qu'ils atteignent leur objectif. Sauf que, vu que la seule chose testée, ce sont les trajectoires purement aléatoires, ça voudrait dire que l'objectif des marchés financiers, c'est d'être un casino au sein duquel personne n'a plus de chances qu'un autre de gagner. En fait, c'est juste ça qu'on a montré avec les tests. Il n'y a pas d'arbitrage, le futur des prix est incertain. Si quelqu'un tire son épingle du jeu, c'est simplement qu'il a eu du bol. Ah ouais, ok, donc on peut dire que les marchés sont efficients si on pense que l'objectif des marchés, c'est d'être un jeu à gagner ou à perdre de la thune qui est bien équilibré. Personne peut tricher, tout le monde utilise le même dé, et le dé n'est pas truqué. Exactement. Mais c'est évidemment pas cette efficience-là qu'on a en tête, parce que le mot efficient est lourd de sens. Comme tu l'as dit au début de la vidéo, pour le commun des mortels, l'efficience des marchés, c'est davantage lié à un objectif économique. Croissance maximale, sélection des projets qui rapportent le plus, etc. Alors que pas du tout. D'ailleurs, il faut voir ce qu'écrit Paul Samuelson dans son article de 1965. Proof that properly anticipated prices fluctuate randomly. Samuelson, c'est un économiste très influent qui s'est notamment demandé est-ce que des financiers rationnels qui achètent et vendent en cherchant à anticiper l'avenir peuvent être la source de trajectoires de prix purement aléatoires?
Questionnement auquel il donne une réponse positive. Cependant, Samuelson ne parle pas du tout d'efficience, il s'en tient aux faits, et il va même plus loin pour être sûr qu'on n'interprète pas les résultats de travers. Il écrit donc « Il ne faut pas trop extrapoler à partir du théorème établi. Celui-ci ne prouve pas que les marchés financiers, aussi compétitifs soient-ils, fonctionnent correctement. Il ne dit pas que la spéculation est une bonne chose ou que le caractère aléatoire des trajectoires de prix serait une bonne chose. Il ne prouve pas que celui qui gagne de l'argent en spéculant mérite son gain ou qu'il a accompli quoi que ce soit de bien pour la société ou pour qui que ce soit si ce n'est lui-même. » Mais alors, c'est ça l'efficience de Fama, non? Je veux dire, on n'a rien démontré sur le lien entre activité économique et marché financier. Tout ce qu'on sait, c'est que le jeu est bien équilibré. Personne n'a plus de chances qu'un autre de gagner. Disons plutôt que c'est la seule interprétation de l'efficience qui soit supportée par des tests empiriques. On va dire que c'est l'efficience zéro arbitrage. Mais si on reprend les mots de Fama, lui dit qu'un marché dans lequel les prix reflètent pleinement l'information disponible est appelé efficient. Et là, c'est plus pareil. Fama implique qu'il existe une autre efficience, l'efficience informationnelle. Le rôle des marchés serait d'intégrer dans les prix toutes les informations disponibles. Ok, donc là du coup on est sur une deuxième efficience différente de la première. Mais je suis pas sûr de comprendre ce que Fama veut dire du coup. Si les tests ne supportent que l'efficience zéro arbitrage, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'information? C'est quoi une information? Et puis ça veut dire quoi intégrer des informations dans des prix? Et c'est toute la beauté du concept, c'est complètement interprétable. Fama plonge dans la philosophie, il essaie de faire le lien entre trajectoires purement aléatoires, qui débouchent sur une conclusion ennuyeuse de dés non truqués, à un truc plus magistral, des informations intégrées dans des prix. Et là, on imagine des traders qui scrutent la presse en buvant leur café du matin, des analystes financiers méticuleux qui décortiquent les rapports annuels des boîtes, une espèce d'intelligence collective des financiers qui permet de donner au prix un niveau qui reflète toute l'information. Ça respire la précision et la compétence. C'est quand même assez vendeur. Et c'est peut-être aussi pour ça que Fama est devenu aussi célèbre et qu'il a fini par obtenir le prix Nobel. Attends, ok, c'est une jolie histoire, mais est-ce que tu peux préciser un peu là? Parce qu'on est supposé faire de la science financière à base de tests empiriques, pas de la philo. Pourquoi Fama se fait pas recadrer là? Son efficience informationnelle n'est pas un concept réellement scientifique s'il définit pas clairement les termes. Ok, alors, le raisonnement de Fama est le suivant. Si les prix sur les marchés reflètent toute l'information disponible, alors les nouveaux arrivants sur les marchés, les nouveaux joueurs, ne pourront pas faire des investissements qui leur permettront de gagner de l'argent à coup sûr. Forcément, ils auront beau tout lire et tout analyser, ils trouveront que les prix sont pile poil là où ils devraient être. Certains tenteront quand même des choses, mais au final, le succès de leur méthode dépendra uniquement des informations futures, totalement imprévisibles, qui feront décaler les cours dans un sens ou dans l'autre. Donc pour Fama et pour de nombreux autres, des marchés qui génèrent des trajectoires purement aléatoires de prix sont compatibles avec des marchés qui intègrent toute l'information dans leur prix. Donc là, tu es en train de me dire que efficience zéro arbitrage, c'est pareil que efficience informationnelle. Eh ben non, il y a un problème de sens de la causalité. Autant l'efficience informationnelle implique l'efficience zéro arbitrage, autant l'inverse n'est pas vrai. Dit autrement, l'efficience zéro arbitrage est un concept beaucoup plus général que l'efficience informationnelle. On peut imaginer des tas d'autres raisons pour lesquelles les prix sur les marchés financiers suivent des trajectoires purement aléatoires, que cette histoire de toute l'information est dans le prix. Ah bon? Comme quoi? Eh ben, on peut supposer que ce ne sont pas uniquement les nouvelles informations qui font bouger les prix, mais aussi l'interprétation d'informations existantes par les agents du marché. Les financiers changent d'avis constamment parce qu'ils ont discuté avec des potes, qu'ils ont réfléchi davantage, qu'ils ont entendu des voix en fumant un joint, j'en sais rien moi, ça peut être n'importe quoi. L'efficience informationnelle suppose qu'il existe un moment où l'information tombe, puis un autre où les prix s'ajustent. La prochaine variation de prix correspondra à la prochaine information qui est imprévisible. Mais ici encore, comme dans la théorie néoclassique de l'équilibre, on exclut les équilibres multiples déjà, plusieurs prix pourraient mettre les participants d'accord, et puis aussi on exclut les boucles de rétroaction, alors que leur pouvoir explicatif de mouvement chaotique est très puissant. L'information tombe, les financiers réfléchissent, certains sont plus rapides que d'autres, les prix commencent à s'agiter, l'agitation est elle-même une information, les financiers réfléchissent à partir de cette nouvelle information et peuvent changer d'avis, du coup les prix s'agitent différemment, ce qui est une nouvelle information et le processus se répète à l'infini. On a affaire à une dynamique qui peut s'étirer sur une période plus ou moins longue et qui n'a besoin que d'une seule information réelle pour démarrer, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une vraie information économique ou d'une rumeur ou d'une fake news ou de n'importe quoi d'autre. Ensuite, ce sont les variations de prix qui deviennent elles-mêmes les informations, ce qui nourrit la boucle. De ce point de vue, les prix sont toujours en retard sur l'information, puisque l'ajustement des prix est une information. Donc il n'y a pas d'efficience informationnelle. En revanche, on a bien des trajectoires purement aléatoires,
qui dépendent de réactions imprévisibles de financiers aux variations de prix qu'ils ont eux-mêmes créées. Donc on a bien une efficience zéro arbitrage. Ah ouais, d'accord, là c'est profond là. Mais alors, Fama s'est fait critiquer sur son saut depuis l'efficience zéro arbitrage vers l'efficience informationnelle? Ben un peu, mais la plupart n'ont pas vu la subtilité, et on associe encore largement efficience zéro arbitrage et efficience informationnelle. En revanche, l'efficience informationnelle de Fama a déclenché un véritable engouement pour de nouveaux types de tests empiriques à effectuer sur les marchés financiers. Des tests assez rigolos, parce qu'en fait, ils débouchent sur pas grand-chose. Des tests pour montrer que toute l'information est intégrée dans un prix. Je vois pas bien comment tu peux tester un truc pareil. Justement, c'est ça qui est marrant. Tu peux pas. Et pourtant, beaucoup ont essayé. Je me bidonne de rire du coup. Bon, certains tests sont quand même plus logiques que d'autres, notamment quand on teste des informations de stock split ou de dividendes. Parce que s'il y a des prix qui s'ajustent mal, il y a des opportunités d'arbitrage qui se créent. Bon, on en parlera peut-être dans d'autres vidéos. Mais d'une manière générale, pour montrer que toute l'information est dans un prix, il faut pouvoir faire une comparaison entre un prix théorique, le prix que l'on devrait avoir si toute l'information est bien dedans, et un prix réel, le prix que l'on observe sur les marchés financiers. Mais du coup, il te faut une théorie de la formation des prix. À quoi ressemble un prix de produit financier qui reflète bien toute l'information? Quelle est la formule qui permet de calculer ce prix? Personne n'en sait rien, ou plutôt tout le monde a son avis sur la question. Parce qu'un prix, c'est un concept très mal défini. Qu'est-ce que devrait représenter un prix? Le bonheur moyen que la société devrait en retirer? Comment tu calcules ça? Oui, effectivement, je ne sais pas. Oui, mais personne ne peut le savoir. C'est un truc purement subjectif. C'est incalculable. Bref, c'est ce qu'on appelle le problème de l'hypothèse jointe. On cherche à démontrer la fausseté de l'hypothèse « les prix sur les marchés financiers renferment toute l'information disponible ». Sous-entendu, si on n'y arrive pas, c'est que l'hypothèse doit être vraie. Mais pour tester l'hypothèse, il faut faire une autre hypothèse. Voilà la formule qui, à mon avis, permet de trouver le vrai prix des produits financiers. Mais du coup, avec deux hypothèses testées conjointement, on ne sait pas ce qu'on teste. Si le test est négatif, est-ce que ça veut dire que l'information n'est pas dans le prix ou que la formule du prix théorique est fausse? Ou alors même peut-être les deux hypothèses sont fausses? Impossible de savoir, donc les tests ne peuvent rien démontrer. Mais pourquoi les gens perdent leur temps sur des trucs pareils? Parce que c'est fun, parce qu'on peut le faire, parce qu'on pourrait bien trouver un truc utile pour spéculer, parce que ça fait sérieux et scientifique d'écrire des papiers sur les marchés financiers, j'en sais rien. Peu importe la raison, mais c'est vrai que c'est quand même assez marrant de voir à quel point on s'embrouille autour d'une définition aussi floue et interprétable que ce concept d'efficience informationnelle des marchés. Mais bon, il existe une troisième efficience que Fama sous-entend dans son papier de 1970, l'efficience allocative des marchés financiers. Et alors là, on fait un pas de plus vers l'idéologie. Oh bonne mère! Avec l'efficience informationnelle, on avait déjà ce sous-entendu des traders qui s'informent, qui lisent la presse économique, qui maintiennent un lien direct entre marché financier et économie réelle. Mais avec l'efficience allocative, c'est plus du tout un sous-entendu. Au tout début de son article, Fama écrit « Le marché idéal est un marché dans lequel les prix fournissent un signal précis pour l'allocation de l'épargne. Cela signifie un marché dans lequel les entreprises peuvent prendre des décisions d'investissement et de production. » Alors là, on n'est plus dans la simple efficience informationnelle, on est en présence d'un marché qui est directement lié au principe d'équilibre qu'on a décrit au début de la vidéo. C'est un emprunt à la démonstration philosophico-mathématique des économistes néoclassiques, le fameux marché à l'équilibre qui maximise l'utilité totale. Sauf que cette démonstration est hors d'atteinte, puisqu'elle suppose la validation de nombreuses hypothèses complètement irréalistes. La monnaie n'est pas rare, les rendements ne sont pas toujours décroissants, on ne peut pas croire que chaque agent dispose de toute la connaissance de l'humanité, on ne peut pas les dire rationnels car ils ont des biais cognitifs, la concurrence parfaite n'existe pas, et puis surtout, la loi de l'offre et de la demande ne permet pas de théoriser un équilibre sur les marchés financiers. Bref, ici Fama joue avec un concept qui n'a plus rien à voir du tout avec les expériences effectivement réalisées. Efficience zéro arbitrage, ok ça c'est bon, jusqu'à preuve du contraire c'est démontré. Efficience informationnelle, Fama nous embrouille et beaucoup de monde se met à tester un peu tout et n'importe quoi, mais bon, pourquoi pas, on va peut-être apprendre des trucs. Mais alors efficience allocative, là on est dans l'idéologie pure et dure. Non seulement on ne peut pas tester le concept d'équilibre, mais en plus aucune des hypothèses nécessaires n'est remplie pour qu'on puisse ne serait-ce que mentionner cet équilibre. Mais alors pourquoi il nous fait ça là, Fama là? Il se la joue politique, il veut faire passer ses idées? Peut-être, ou peut-être qu'il veut juste faire son intéressant, on n'en sait rien. En tout cas, l'amalgame peut être utilisé par des politiques qui viendraient nous raconter qu'on aurait démontré scientifiquement que les marchés financiers
serait efficient pour allouer l'épargne correctement dans le but de maximiser la croissance économique ou je sais pas quoi. Et que du coup, les bulles spéculatives, c'est la faute des gouvernements, que les marchés fonctionnent très bien tout seuls, etc., etc. Bon, bah c'est là où Shiller intervient. Lui, il va tenter de montrer par des tests empiriques que non, on ne peut pas parler d'efficience allocative des marchés. Ah bah enfin, Shiller, notre sauveur à tous. Alors pour bien comprendre les tests de Shiller, il faut comprendre son raisonnement. Fama fait le lien suivant. Efficient veut dire que les prix reflètent pleinement toute l'information disponible. Mais il dit aussi que le marché doit fournir un signal prix qui permet aux entreprises de prendre des décisions d'investissement et de production. Là, Fama nous dit quelque chose d'important, parce qu'il fait le lien entre les prix sur les marchés financiers, un signal prix, et l'économie réelle, qui permet aux entreprises de prendre des décisions d'investissement et de production. Ça voudrait dire qu'il y a une boucle action-réaction entre les marchés et l'économie réelle. Les prix bougent sur les marchés, cela envoie un signal prix aux entreprises, les entreprises changent leur comportement, les marchés réagissent à cette information, etc., etc. Cela signifie que les financiers qui font bouger les prix sur les marchés s'intéressent uniquement à ce que font les entreprises. Ils regardent les fondamentaux, les ratios financiers, l'état de la production, du secteur, des innovations potentielles, des mecs sérieux quoi. Et là, on se raccroche à l'hypothèse de la rationalité supposée des agents dans la théorie de l'équilibre. Les agents sont rationnels parce qu'ils font des choix qui leur permettent d'atteindre un objectif, la maximisation de l'utilité, du bonheur. Mais pour Fama, on dirait bien que le bonheur des financiers est économique. Ils prennent des décisions d'achat ou de vente en fonction d'informations pertinentes pour la vie des entreprises. Ce qui les intéresse, ce qui maximise leur bonheur, ce sont les résultats économiques des entreprises. La production, les ventes, la satisfaction client, bref, tout ce qui participe à la croissance des entreprises, donc à l'économie réelle. Ok, sauf que les financiers, ce qu'ils veulent à mon avis, c'est avant tout faire de la thune. Eh ben oui, selon Fama, les financiers seraient uniquement intéressés par la croissance économique, ils seraient rationnels économiques. Alors qu'en fait, les financiers sont rationnels financiers. Ils cherchent pas le meilleur moyen de faire croître l'économie, ils cherchent le meilleur moyen de gagner de l'argent. Or, on peut très bien desservir l'économie réelle tout en maximisant son gain financier. Ah bon? Et comment on fait ça? Eh ben en spéculant, en ne cherchant pas à vérifier si son gain financier a un rapport avec une véritable augmentation de la production. Je fais référence ici à tous les phénomènes psychologiques, les effets de mode, le caractère moutonnier des marchés financiers qui provoquent des bulles spéculatives. Donc des hausses ou des baisses de prix sans rapport avec ce qui se passe dans l'économie réelle. Alors, est-ce que tu peux me rappeler ça? L'effet moutonnier, c'est quoi déjà? Eh ben c'est ce qu'on a déjà dit. La variation du prix est une information qui peut déclencher des transactions. Par exemple, un gros fonds d'investissement achète une action en masse, le prix de l'action monte, du coup, le prix qui est monté devient une information qui encourage d'autres fonds à se porter acheteurs. Ah, et on retombe sur cette histoire de boucle qui s'auto-entretient, ok. Voilà, c'est une rétroaction positive, une bulle spéculative qui se forme et qui peut devenir plus ou moins grosse. Mais là, on n'est pas du tout dans les fondamentaux. En réalité, pour gagner de l'argent, les financiers n'ont pas de raison de s'intéresser uniquement aux performances économiques des entreprises. Du moins que le prix de l'action monte, ça vaut le coup de surfer la vague, enfin la bulle. C'est la décision la plus rationnelle d'un point de vue financier. Il faudra juste faire gaffe à pas être encore sur la bulle quand elle va péter. Donc quand Fama dit « les prix reflètent pleinement l'information disponible », et qu'il relie ça à un signal prix qui permet aux entreprises de prendre des décisions d'investissement et de production, il sous-entend qu'une variation de prix n'est pas une information. Les financiers n'achètent pas parce que ça monte, et ils ne vendent pas non plus parce que ça baisse. Ce qui est évidemment faux, sinon il n'y aurait pas de bulle spéculative. Mais donc en fait, on le sait depuis le début que l'efficience allocative est une connerie. Oui, mais Shiller va le démontrer par de véritables tests empiriques, ce qui lui vaudra le prix Nobel la même année que Fama. Ok, alors, quel genre de test il a fait? Eh bien, si les financiers ne s'intéressent qu'à l'information pertinente d'un point de vue économique, si ce qui les intéresse c'est l'allocation de l'épargne, la sélection des meilleures entreprises, celles qui feront le plus de bénéfices, et pas les modes, suivre le troupeau, deviner la vie des autres, etc., alors le prix d'une action devrait être la somme actualisée des dividendes futurs auxquels cette action donne droit. Ah bon? Eh ben oui, si je me propose de payer 15 € aujourd'hui pour acheter une action, c'est parce que j'anticipe que je vais au moins récupérer une somme équivalente d'une manière ou d'une autre. Or, d'un point de vue purement monétaire, cette action ne me donne rien de plus que le droit à des dividendes. Donc si je paie 15 € aujourd'hui, c'est que j'anticipe que les dividendes du futur vont au moins me compenser pour cet achat. Alors les dividendes plus le prix de revente.
Non, les dividendes tout court. Parce que quand je vendrai l'action, je ne vendrai rien de plus qu'un droit d'accès aux dividendes. Celui qui veut acheter ce droit d'accès ne devrait payer que ce qu'il estime que ce droit va lui payer, c'est-à-dire la somme des dividendes futurs. Ah ouais, ok. Je peux vendre uniquement parce qu'il y a un acheteur, et l'acheteur, lui, ne s'intéresse que aux dividendes futurs. Ok. Bon, mais du coup, je comprends pas comment est-ce que le prix ne peut être que la somme des dividendes futurs. Je veux dire, à quoi ça sert d'acheter si tu t'attends pas à gagner plus que ce que tu dépenses? Et puis, si on imagine que l'entreprise va exister pendant 1000 ans, c'est évident que la somme de 1000 ans de dividendes, ça finira bien par être supérieur au prix d'achat. Alors, il faut que tu comprennes la notion d'actualisation. L'argent n'a pas la même valeur en fonction du moment où il te tombe dans la poche. Plus c'est loin dans le temps, moins ça a de valeur. L'idée est la suivante. Imaginons qu'une action qui vaut 15 € me propose des dividendes de 1,50 € par an. Attends, comment tu peux savoir que la boîte va te verser 1,50 € par an tous les ans? Eh ben, j'en sais rien, je fais une prédiction. J'imagine que ça va être le cas. Ok, donc déjà, ça, c'est une variable. Tout le monde va pas forcément penser pareil. Tout à fait. Imaginons également que je considère que mon investissement dans cette action doit dégager un rendement de, disons, 10% tous les ans. Notamment pour me compenser de l'inflation, mais aussi pour me rémunérer pour mon investissement. Comme tous les dividendes futurs sont au même niveau, 1,50 €, et que moi je m'attends à un rendement qui devrait me rapporter 10% de plus chaque année, eh bien la valeur des dividendes va me sembler de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on s'éloigne dans le futur. Donc le calcul ressemble à ça. Pour chaque dividende futur, je vais enlever autant de 10% que d'années qui m'en séparent. Le dividende de l'année 1 ne vaut plus que 1,36 €, celui de l'année 2 1,24 €, etc., jusqu'à ce que ça ne vaille quasiment plus rien en année 20, 22 centimes seulement. Maintenant, si je fais la somme de tous ces dividendes futurs actualisés, eh bien je tombe sur 15 €. Conclusion, je veux bien mettre jusqu'à 15 € pour acheter l'action. Et si moi j'estime que c'est 15% par an que je veux toucher? Alors dans ce cas, tu ne veux pas acheter l'action pour plus de 10 €. Ou alors, tu estimes que les dividendes versés par l'entreprise seront de 2,25 € par an et pas 1,50 €. Et là, le prix de 15 € par action te semble justifié. Donc, la valeur de l'action dépend de deux variables, le rendement attendu et l'anticipation des dividendes futurs. Et forcément, tous les financiers vont avoir des vues différentes sur ces deux variables. Et c'est ce qui peut expliquer qu'il y ait des transactions. Certains financiers tombent sur une valeur inférieure à 15 €, ils deviennent vendeurs, d'autres tombent sur une valeur supérieure, ils deviennent acheteurs, etc. Mais donc, le prix d'une action, si les financiers utilisent bien cette méthode de valorisation des actions en fonction des dividendes, devrait toujours se situer quelque part autour de l'anticipation moyenne de rendement et de dividendes futurs. Et si les financiers sont vraiment rationnels économiques, alors cette anticipation moyenne devrait fluctuer en fonction des nouvelles informations obtenues qui sont, de près ou de loin, liées aux dividendes, donc aux performances économiques de la boîte. Alors, je regarde les divs pour calculer le prix, dès que j'ai une info sur le div, je change d'avis sur le prix, j'achète ou je vends en fonction et le prix s'actualise. Ouais, ok, c'est logique. Or, voilà le graphique produit par Shiller. On a les dividendes effectivement versés par les 500 entreprises qui composent le S&P 500 d'un côté, et la valeur cumulée des actions qui composent le S&P 500 de l'autre. Ce que remarque Shiller, c'est que les deux courbes ne se comportent pas du tout de la même manière. Si les dividendes étaient bien le proxy qui permet de définir le prix d'une action, alors les variations de dividendes versés devraient provoquer des variations de prix, et ce dans des proportions similaires. Une hausse des dividendes de 5% devrait engendrer une variation des prix de l'action de 5%. Peut-être un peu plus si les anticipations de dividendes futurs sont rehaussées, mais pas beaucoup plus. Or ici, on voit des différences absolument énormes entre les variations de dividendes versés et les variations de prix. À partir des années 1950, et encore plus à partir des années 1980, les prix grimpent sans qu'il y ait presque plus aucun lien avec les dividendes. Alors, est-ce qu'on pourrait pas expliquer ça par une variation du rendement attendu? Après tout, c'est la deuxième variable du calcul, non? Oui, c'est une critique qui a été faite à Shiller, mais il en a tenu compte dans d'autres publications et il retombe sur le même résultat. Les prix des actions varient beaucoup trop pour que ce soit explicable par des anticipations rationnelles de dividendes futurs ou de rendement attendu. Donc Shiller montre que les financiers ne sont pas rationnels économiques, shocking, ils sont bien rationnels financiers, ils aiment acheter juste parce que les prix montent ou vendre juste parce que le prix baisse, et pas forcément parce qu'il y a un résultat économique derrière. Donc ils provoquent des bulles sur lesquelles ils s'amusent à surfer, jusqu'à ce que ça nous pète à la gueule. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font que ça, ils regardent aussi les fondamentaux. Mais évidemment, comme on le sait depuis au moins la tulipomanie du XVIIe siècle, dès qu'il y a des marchés financiers, dès qu'on peut échanger des objets qui, plutôt que d'être utilisés ou consommés, sont destinés à être revendus plus cher que le prix d'achat,
les bulles spéculatives se développent. C'est ce qu'on disait au début et que les économistes savent depuis longtemps. La théorie de l'équilibre des prix provoquée par la rencontre de l'offre et de la demande ne peut pas s'appliquer sur un marché où ce qui est vendu n'est pas un objet produit par le vendeur et destiné à être utilisé par l'acheteur. Si l'acheteur veut revendre et le vendeur racheter plus tard en espérant réaliser un profit, alors ça part dans tous les sens. Bon, alors c'est le moment de résumer tout ce qu'on vient de raconter. Il faudrait certainement arrêter de parler d'efficience des marchés financiers. Ce terme a été introduit dans la littérature scientifique par Eugène Fama en 1970 sous la forme d'un marché dans lequel les prix fournissent un signal précis pour l'allocation de l'épargne, efficience allocative, et aussi un marché dans lequel les prix reflètent pleinement l'information disponible, efficience informationnelle. Alors que pourtant, les tests empiriques décrits par Fama dans ce même article ne disent rien d'autre que les prix semblent plutôt suivre des trajectoires purement aléatoires ou encore on ne peut pas faire d'arbitrage. Et c'est surtout ça d'ailleurs qui a été retenu par les professionnels de la finance car tous les modèles de pricing de produits dérivés sont basés sur la notion d'impossibilité d'arbitrage. D'ailleurs, plus les financiers disposent de moyens sophistiqués pour essayer de faire mentir les modèles, plus ils cherchent les arbitrages, plus ceux-ci disparaissent, ce qui renforce les prédictions d'impossibilité d'arbitrage faites par les modèles. Un peu comme un nœud qui se renforce au fur et à mesure qu'on tire dessus. Voilà où s'arrête la connaissance scientifique. Si on veut parler d'efficience des marchés financiers, la seule chose qui a été véritablement démontrée, jusqu'à preuve du contraire, c'est que les prix futurs sont imprévisibles. Point. Le casino des marchés nous permet de jouer à un jeu équilibré, personne n'a plus de chances de gagner que de perdre. Tout le monde joue avec le même dé non truqué. On pourrait alors parler d'efficience zéro arbitrage. Mais le terme d'efficience reste discutable, car il suppose que c'est effectivement le rôle des marchés financiers d'être un jeu équilibré. Alors que je parie mon chapeau que si on demandait à la population ce que devrait être l'objectif des marchés, ils répondraient pas ça. Pour ce qui est de l'efficience informationnelle, le concept est tellement flou qu'il n'est pas vraiment testable, notamment à cause de cette histoire d'hypothèses jointes. Il faut comparer un prix théorique, incluant toute l'information, avec un prix observé. Mais du coup, il faut faire une hypothèse sur ce à quoi devrait ressembler le prix théorique. Or, quand on teste deux hypothèses en même temps, on sait plus ce qu'on teste. Et puis pour l'efficience allocative, alors là c'est le pompon. Si Fama a peut-être sous-entendu ça histoire de se faire un peu remarquer, et si c'est vrai, alors c'est vraiment bien joué, rien, mais alors rien du tout ne permet de lier les expériences réalisées à ce concept ultra théorique qu'on retrouve dans la vision philosophico-mathématique du monde idéal selon la théorie économique néoclassique. En effet, l'efficience allocative des marchés demande la vérification d'hypothèses que on sait fausses. La monnaie n'est pas une ressource rare, la concurrence parfaite est une fable, les préférences des agents ne sont pas innées, ils ne peuvent évidemment pas disposer de toute la connaissance de l'humanité, ils ont plein de biais cognitifs, et la maximisation de leur utilité n'a pas de raison d'être nécessairement orientée vers plus de production, plus de croissance économique. En plus, l'équilibre supposé dans la théorie n'est pas testable. Mais s'il ne fallait retenir qu'un seul argument qui invalide la possibilité d'un prix d'équilibre sur les marchés financiers, je pense que la comparaison avec un marché de marchandises est ce qu'il y a de plus parlant. L'équilibre du prix permis par un marché vient du fait que les vendeurs sont producteurs d'une marchandise qu'ils veulent vendre cher, tandis que les acheteurs, utilisateurs de cette même marchandise, veulent nécessairement l'acquérir au moindre prix. Le prix trop bas est un obstacle à la production pour le vendeur, tandis que le prix trop haut est un obstacle à l'utilisation pour l'acheteur. D'où la nécessité d'un compromis donné par le prix d'équilibre. Sauf qu'un produit financier n'est ni fabriqué ni utilisable du point de vue d'un financier sur le marché le plus important, celui qui fixe les prix, le marché secondaire. Il ne représente pas un obstacle à quoi que ce soit, mais simplement un vecteur d'enrichissement. Le prix qui monte ou baisse peut attirer les acheteurs ou les repousser. Et c'est la même chose pour les vendeurs. On ne peut pas dériver des courbes de l'offre et de la demande d'un marché financier, donc on ne peut pas supposer qu'ils permettent d'atteindre des prix d'équilibre. Pourtant, ça n'a pas empêché Shiller de faire des tests empiriques pour essayer de mettre fin à cette idée de marché financier qui permettrait une allocation idéale de l'épargne. Shiller s'est attaqué au concept de rationalité économique des financiers, une des hypothèses nécessaires pour supposer l'existence d'un équilibre, et il a montré que si les financiers prenaient réellement leurs décisions d'achat ou de vente en fonction des véritables données économiques des entreprises, alors les variations de prix devraient suivre les variations de dividendes versés. Comme ce n'est pas le cas, cela prouve que la rationalité des financiers est financière. Leur but n'est pas la croissance économique, mais simplement la maximisation du gain financier,
Ce qui justifie pleinement, en plus de regarder les fondamentaux, de participer à la formation de bulles spéculatives qui font s'éloigner les prix de la réalité économique et qui déclenchent des cracks boursiers qui se transforment en crise. Ainsi, il est assez normal que la dynamique des prix sur ces marchés soit si volatile et aléatoire. Non pas que les prix soient hasardeux, il existe bel et bien des informations qui motivent les financiers à acheter ou à vendre, mais en plus d'être des informations imprévisibles, personne ne sait ce que le JT de demain nous réserve, ni si les cours vont grimper ou baisser, l'interprétation de ces informations par les financiers peut provoquer des décisions contradictoires d'achat ou de vente. Ainsi, les mouvements de hausse et de baisse des prix suivent des trajectoires purement aléatoires. Fama a donc reçu le prix Nobel en 2013 parce qu'il a travaillé à montrer que les prix suivaient des trajectoires purement aléatoires, ce qui est le consensus. Mais il a aussi un petit peu embrouillé tout le monde en reliant ça à un concept d'efficience informationnelle, non testable, et à un autre d'efficience allocative nécessairement faux. Beaucoup ont voulu lire dans les écrits de Fama une preuve que les marchés financiers fonctionnaient correctement, ce qui est évidemment faux. L'objectif à donner aux marchés financiers est une question politique, et la science peut simplement nous aider à vérifier s'ils sont atteints. La science ne dit jamais ce qu'il faut faire, elle dit ce qui peut être fait. Point. Tout ce que Fama a montré, c'est que si on souhaite avoir des marchés financiers qui ne permettent pas les arbitrages, alors oui, ça c'est bon, on les a. Et il a fallu un Shiller, qui a reçu le Nobel la même année, pour rappeler à tout le monde que si on veut des marchés financiers qui reflètent correctement la réalité économico-économique, profit, rendement, production, etc., eh ben non, on les a pas. Les marchés financiers ne sont pas maximisateurs d'activité économique. Oui, il y a des bulles et des cracks générés uniquement par les marchés financiers. Conclusion, on devrait sûrement arrêter de parler de marchés financiers efficients et simplement de parler de marchés générateurs de trajectoires de prix aléatoires ou de marchés interdisant l'arbitrage. Alors c'est vrai que c'est plus long, mais c'est tout ce qu'on sait. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo, je vous ai mis plein de sources et de lectures en description, n'hésitez pas à les voir. Merci énormément à Adrien Nguyen, qui est mon relecteur de choix quand je m'aventure dans des sujets aussi mathématiques. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, activer la cloche. Toujours un gros merci à tous les tipeurs qui continuent de me soutenir financièrement. C'est complètement fou, ça fait maintenant 3 bonnes années que je peux vivre de vos dons. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain épisode.